Les États-Unis se préparent à vivre une nouvelle transition au sommet de l'État. Le président américain Donald Trump va passer le témoin demain à son successeur Joe Biden, qui deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. La parenthèse Trump va donc se refermer, mais sera-ce pour autant la fin du trumpisme aux États-Unis? Nous allons analyser tout cela avec notre invité de ce soir. Pour en parler, nous recevons l'homme politique togolais Frédéric Abbas-Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes MRC. Abbas-Kabwa, bonsoir. Oui, Samuel, bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et heureuse année également. Mes réciproques de santé, de prospérité. Le reste va venir. Voilà. Avec la pandémie, on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Oui. Mais c'est l'espoir. L'espoir qu'on garde. Alors, Frédéric Abbas-Kabwa, quoi qu'il arrive, demain, à pareil moment, Donald Trump ne sera plus aux commandes des États-Unis. Exactement. Ça fait... Demain, c'est la fin de 4 longues années d'intense hystérie. Parce que c'est un peu un président atypique. Oui. Que ce grand pays, j'allais dire... la deuxième plus grande démocratie du monde, parce que la première étant l'Inde, parce que souvent, les gens font cette erreur-là. La première démocratie mondiale, c'est l'Inde, de Mahatma Gandhi. Alors, demain prend fin, donc 4 longues années d'expérience, pas tout à fait fructueuse pour l'Amérique, toute l'Amérique et le monde entier. Parce que vous avez vu, vers la fin, ce n'est pas du tout reluisant et ce n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas pour autant que l'ère Trump va être fermée. Non, loin de là, parce que les gens ne regardent pas très bien comment se passent les élections aux États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas qu'il comptabilise sur son nom plus de 16 millions de votants. De votants. Attention, c'est beaucoup. C'est une force. C'est une force. Et bon, c'est vrai qu'il n'a pas bien géré cet atout. C'est un atout terrible, parce qu'il pouvait revenir dans 4 ans. Oui. Mais avec maintenant les mesures d'impeachment, ça va être très difficile. Très difficile de revenir. Je me demande même s'il fera une paisible retraite. Voilà, ça va être extrêmement difficile, même les dernières heures qu'il va passer pour la grande période fatidique pour chaque président en fin de mandat, c'est les grâces présidentielles. Oui. Je me demande même si ça va être pris en compte. Je me demande. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on regarde beaucoup Donald Trump sous le jour que les médias occidentaux nous le présentent. Est-ce que Donald Trump était un si mauvais président que ça? Non, vous savez, vous les journalistes ou les médias en général, vous faites votre travail. C'est vous qui fabriquez et c'est aussi vous qui découdez quand vous voulez découdre. Mais je crois que les médias n'ont pas entretenu de bons rapports avec lui. Oui. Puisque lui-même était un peu aussi un homme de médias, en dehors de son business dans l'immobilier, dans les histoires de terrain de golf ou les manèges, tout ça. Il était quelque part aussi, il animait une grande émission, télé-réalité ou quelque chose comme ça. Mais, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que quelqu'un qui vient des médias ne soit pas bien avec les médias. Alors là, c'est un paradoxe. Il a toujours tiré à boulet rouge sur les médias. Alors, je me suis dit, parce que vous savez, ça ne pardonne pas en Europe. Vous avez affaire à de très grands professionnels de la com et de très grands analystes. Des événements aussi bien politiques que financiers. Alors, je ne sais pas comment il a pu rater ce coach-là. Et vous avez vu comment c'est fini. Je le disais tantôt. Moi, j'ai eu un peu pitié de lui vers la fin parce qu'on l'a radié de Facebook, de Twitter, etc. Alors que c'était ses outils de prédilection. Il a viré même les ministres. Il est nommé par Twitter. Il est viré par Twitter. C'était vraiment original. Pour un pays comme les États-Unis d'Amérique. Mais les médias ont essayé de faire leur travail parce que le personnage, même vous avez vu,
Moi, j'ai suivi en direct la confirmation du vote par le Sénat. J'ai suivi ça en direct et j'ai vu les images en direct. J'ai regardé et j'ai dit, mais j'étais surpris parce que c'est pas... Enfin, mettez-vous à ma place. Un Africain qui voit ça, mais ça le glace dans le dos. Oui. Mais oui, j'étais stupéfait. Je dis, mais attends, parce que si vous vous rappelez, vous avez suivi les images, il a fait un discours, il est sorti. Et je me suis dit intérieurement, mais c'est une erreur. Il ne fallait pas que ce monsieur sorte pour s'adresser à la foule. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne fallait pas. Parce qu'en faisant ce qu'il a fait, il va même indisposer ses partisans et sénateurs, les républicains, j'allais dire. Ouais. Mais il va les indisposer. Non seulement ça, il dit, nous allons marcher sur le Capitole. Vous allez marcher sur le Capitole contre qui? Vous avez vos élus dans ce bâtiment-là. Au moment où vous dites, vous allez marcher, tout ça là, je crois que c'est ces petits éléments-là qui formeront les chefs d'inculpation, mais terrible, terrible. Ça ne blague pas en Amérique. Non, 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 la loi, non, ça ne blague pas. Ils vont l'appliquer dans toute sa rigueur, ils vont lui appliquer la loi. Et vous allez voir, il va passer de très mauvaises années de retraite. En même temps, on a beau tout dire de Donald Trump, un personnage atypique, il n'est pas politiquement correct, il est tout ce qu'on peut dire, mais il avait un credo, redonner sa grandeur à l'Amérique. C'est un nationaliste. Et il s'est battu pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a élu, après tout. C'est pas pour qu'il soit le gentil président que tout le monde va apprécier, pour qu'il ait un style conventionnel. Non, il a été élu pour redonner sa grandeur à son pays. Pour donner... Vous savez, quelle grandeur vous allez donner encore à l'Amérique, qui est déjà grand en tout, et en faillite aussi. Il y a la menace chinoise qui est là, il y a la menace russe qui est là. La Chine, tout le monde sait que la Chine est une menace réelle. Et il faut vivre avec la Chine. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui. Je peux même vous dire que la Chine, aujourd'hui, dans bien de domaines, sont en passe de dépasser les États-Unis d'Amérique. Oui. Mais oui, les gens parlent de 5G. Vous dites non, vous ne voulez pas ça chez vous, mais ça fonctionne autour de vous. Et ça fonctionne à fond la caisse, autour de vous. Mais c'est des réalités, il faut faire avec. Alors, ce n'est pas en refusant leurs produits ou en surtaxant les produits qui viennent sur le territoire américain que vous allez faire de l'Amérique l'État le plus, je ne sais pas quoi, sa puissance, sa grandeur. Non, aujourd'hui, pour raisonner grandeur, il faut se regarder. Parce que ce n'est pas que la Chine, il y a d'autres pays aussi. Oui. Vous savez que l'Inde détenait avant même les Américains le vaccin contre le Covid. L'Inde est le pays qui produit le plus de chloroquine, des produits pharmaceutiques. Alors, mais chacun va toujours raisonner que non, mais grandeur, tout le monde peut l'avoir. Mais pourquoi pas le Togo aussi un jour va exceller dans quelque chose. Justement, on aimerait que tous les dirigeants du monde copient au moins ça. Oui, donner de la grandeur à leur pays. En copiant, il faut prendre le bon côté de la chose. Voilà. Je ne dis pas que Donald Trump n'était pas un bon président. Je dis simplement qu'il aurait pu s'en passer de certains sauts d'humeur. Et puis, parce qu'on parle de Donald Trump comme ce très mauvais président c'était un danger d'avoir le code nucléaire à côté de lui. Mais Donald Trump n'a fait aucune guerre. Contrairement à tous ses prédécesseurs qui chacun avait sa guerre à lui, il a préféré faire des paix que des guerres. Ça, on oublie, les médias oublient de le dire. Avec Pyongyang, il a essayé de se rapprocher. Avec un certain nombre de pays, il a essayé de se rapprocher. Alors que les autres sont des va-t-en-guerre. On a créé une guerre en Libye, on a créé une guerre en Irak, on a créé une guerre en Afghanistan. Je ne vais pas continuer la liste. Kim Jong-il, par exemple, c'est l'une des illustrations les plus criantes. Mais au finish, c'est que dalle, il n'y a rien, c'est zéro. C'est les coups de com' qu'il faisait. Il faisait plus les coups de com' qu'autre chose. Vous avez vu ce qu'il a fait dans la dernière ligne droite. Vous êtes battu. Hein? Vous rétablissez les relations avec le Maroc, vous dites que le Polisario, alors que le problème Polisario est réglé par 54 pays d'Afrique. Les 54 pays d'Afrique se connaissent de ce problème. Voilà. C'est un problème d'autodétermination. Oui. Et le Polisario est reconnu en tant que tel. Il est qui pour venir remettre en cause
une décision actée par 54 pays. Attends, il y a un problème à son niveau. C'est 54 pays qui ne pèsent pas grand-chose. Hein, non, il faut faire attention. Qui ne veulent pas avoir voix au chapitre. Nous pesons quelque chose au Conseil de sécurité, justement. Oui, justement. C'est quand nous sommes dans nos pays, ici, là, que nous voyons que nous allons aller voir ce qui se passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est fantastique. C'est en ce moment que vous voyez que, mais attention, le Togo aussi est respecté comme ça, puisque les gens ont besoin de votre voix. Oui, c'est chacun une voix. Chacun une voix là-bas. Et tout, chaque pays a une voix. Et tout. Bon, alors, mais quand les puissances veulent faire passer leurs intérêts, ils savent que. Mais vous avez vu dans la dernière ligne droite, il a levé les interdictions sur le Soudan, où tout n'est pas réglé encore. Dans ce pays, c'est fragile. Parce qu'il tentait de les amener à renouer avec Israël, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pas non plus réussi. Vous ne pouvez pas obliger. Est-ce qu'il n'a pas plus de positif en Donald Trump que de négatif? Moi, je ne veux pas m'occuper du type qu'il est. On n'a pas besoin d'aimer Donald Trump. Non, je ne m'inscrirai pas dans ce chapitre-là. Je vais vous dire, je ne peux pas me dédire. J'ai dit que ce monsieur était un habitué des coups de des coups de communication. Le problème de l'Israël, c'est pareil. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui pousser Benjamin Netanyahou à faire la paix avec les autres, étant en sursis en permanence. Et c'est des gens qui ont montré qu'ils sont pires que les Africains. Oui, Benjamin Netanyahou a plein de choses sur sa tête. Il est inculpé. Oui, mais ça, c'est des affaires internes. Hein. C'est aux Israéliens de régler ça entre eux. C'est un homme public. C'est un homme public. Imaginez un peu quand c'est l'Afrique. Oh là là, tout le monde crie. Imaginez que c'est en Afrique que ça s'est passé, l'attaque du Capitole. Mais attendez, vous allez voir l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, tout le monde va prendre position. Les gens vont dire qu'ils sont prêts à envoyer une force. Ça me rappelle 1991, quand les hauts conseillers ont été séquestrés. La France a dit qu'il va envoyer un contingent pour s'interposer, etc. Mais ça, quand vous regardez ça, finalement, qu'est-ce qu'on accuse aux dirigeants africains? C'est ça, la finalité. Moi, ma crainte se situe là-bas. Parce que le signal donné par ce monsieur n'est pas du tout bon pour la démocratie mondiale elle-même et la stabilité politique mondiale. C'est pas bon. Parce que, vous avez vu, tout est calme. C'est le calme absolu. L'Amérique jouait le gendarme du monde. Quand les Américains attiraient l'attention des Français que tel pays, voilà comment il faut se comporter, ça ne va pas, intervient puisque c'est ta chasse gardée et tout, eh bien, la France exécutait pour obtenir quand même, parce que les Américains attendaient un résultat. Mais aujourd'hui, qui peut faire encore cela? Voilà. Et puis, Joe Biden, c'est le contraire, alors là, total de Donald Trump. D'abord, il est usé par l'accident terrible où son fils a perdu la vie. Ensuite, son âge. C'est le plus vieux président des États-Unis d'Amérique. Il prend le pouvoir à 78 ans. Il est usé par la fonction politique, même, j'allais dire. Est-ce que c'est l'idéal de président, ça? Parce qu'on a l'impression qu'on a mis, vous m'excuserez le mot, peut-être quelqu'un qui va être juste une marionnette de l'establishment là-bas, qu'on va bien manipuler. C'est pas le genre de Donald Trump qui est un garçon qui peut tenir tête. Non, il va tenir tête. Il maîtrise son job. N'oubliez pas qu'il a été 8 ans vice-président. C'est quelque chose en américain, 8 années vice-président, et soit un président de race. Donc, mais il va te dire, il n'est pas une marionnette, il va faire son job. Mais son choix, c'est d'abord le rat de marée. C'est-à-dire, les gens en avaient rat le bol. Il n'y a pas non plus un écart extraordinaire entre ses voix et ceux de Donald Trump. Je pense 3 ou 4 millions de différence entre les deux. 6 millions. C'est pas grand-chose. C'est beaucoup, chef. Si Donald Trump était si mauvais, on aurait espéré un écart de 20 millions de voix. Là, on pouvait dire, waouh, les Américains ont rejeté Donald Trump. C'est pour ça que lui, il continue à parler de fraude jusqu'aujourd'hui. Parfois, il vaut mieux regarder le résultat final. Est-ce qu'il est battu ou non? Est-ce qu'avec 2 voix de différence, vous êtes battu ou non? Il aurait pu s'arrêter quand il a dénoncé les fraudes, et ça s'arrête là. Et
il aurait également pu freiner les faits quand il a dit qu'il ne va pas assister à l'investiture. À l'investiture, ce n'est pas la première fois que cela se passe dans l'histoire américaine. Ça s'est déjà passé il y a 150 ans ou quelque chose comme ça. Bon, ça s'arrête. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller au Capitole. Là, vous violez les institutions de la République. Et l'une des plus hautes institutions, c'est le Sénat. Aux États-Unis d'Amérique, après la présidence, c'est le Sénat. Alors là, il est mal barré. Et maintenant, vous savez qu'il a fait des grâces aussi à son gendre, Jared Kushner. Non, au père d'abord. Oui. De ce dernier. Je crois que ce dernier également, il veut le faire par anticipation aujourd'hui. Peut-être que lui-même... Il va se gracier. Mais ses avocats lui déconseillent ça parce que c'est comme s'il s'accusait de quelque chose. De quelque chose, ça va devenir vraiment la vraie pagaille. Il vaut mieux laisser le cours de l'histoire faire son travail. Et peut-être que une fois la passation, en fait, vous savez, les Américains sont très forts en cela. L'unité des Américains, des États-Unis d'Amérique, ceux-là, ils sont très puissants. Eux-mêmes, ils vont régler en off et vous verrez que personne ne parlera plus. On a vu Bill Clinton faire l'amour dans le bureau ovale. Bon, après, c'est le Sénat, on engage la procédure d'impeachment. C'est sa femme qui sort pour dire que non, c'est mon mari, machin, ça ne vous regarde pas. Mon mari ne m'a pas trompé, c'est la vie, et patati patata. Vous avez vu la suite. Bon, je compte sur les Américains pour ne pas aller trop loin dans cette affaire et ramener la cohésion parce que depuis hier, quand je prends les chaînes étrangères, ce que je vois, ce n'est pas une bonne chose pour ce grand pays parce qu'ils craignent même que la sécurité, parmi la sécurité de Joe Biden, un militaire va dégainer pour tirer sur le président. Alors là, c'est ramener complètement les États-Unis en arrière. Puisque si la personne tire, mais elle n'aurait pas rendu service à Trump. Puisque Kamala Harris, elle prend. Donc, est-ce qu'il faut retourner encore une deuxième fois, tirer sur cette dernière? Non. Est-ce qu'il y a des craintes de débordement pour demain? Je crois qu'avec les dispositions qu'ils ont prises, ça va. Ça a dû décourager les gens. Bon, vous savez, il y a des gens comme ça dans les partis politiques. Moi-même, ici, dans mon parti, bon, on est tout petit, mais on connaît des choses comme ça. Les gens vont vous critiquer par-ci, par-là. On a des irréductibles. Quand vous leur interdisez de ne pas faire, ils vont faire. Et après, ils vous mettent devant le fait accompli. Et c'est à vous, le premier responsable, de gérer à chaque fois. Donald Trump aurait pu freiner ou empêcher tous ces débordements-là. Mais bon, maintenant... une chose est sûre, Donald Trump quitte demain à midi, mais ce n'est pas la fin du trumpisme. Non, ça ne peut pas être la fin du trumpisme. Vous avez vu que sa fille s'annonce déjà sur le fil pour prendre la relève. Elle va être candidate. Et lui-même, tant qu'il est encore solide, il peut parler, il peut bouger. Et il peut être interdit. Et revenir éventuellement. On peut tout dire, mais c'est un homme qui a su bousculer tous les codes. Oui, il y a déjà 4 ans, on ne le donnait pas à la Maison-Blanche. Oui, mais le problème aujourd'hui est différent. Le problème est différent parce que le problème du Capitole risque d'être ce qu'on veut prendre maintenant. Parce que, n'oubliez pas que c'est le deuxième impeachment. Le premier, il a pu s'en sortir parce que les gens qui devraient témoigner, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a de très bons avocats autour de lui. Ils ont pu convaincre, bon, tout ça. Ça s'est bien passé pour lui, mais ici, là, c'est beaucoup plus difficile dans la mesure où un certain nombre de républicains ont voté cet amendement contre lui. Voilà. Le seul qui l'a couvert jusqu'à la dernière minute, c'est Mike Pence, son vice-président. Parce que le Sénat fait pression pour qu'il évoque le 25e. Il a refusé. Il a refusé. Voilà. Mais demain, lui, il sera à l'investiture. C'est tout comme si c'est Trump qui était à l'investiture. Alors, il nous reste quelques minutes. On ne va pas finir sans évoquer le Togo avec vous. Avant qu'on se retrouve ici, vous venez d'une réunion pour préparer un peu les prochaines régionales. Les choses s'annoncent bien. Ben, contrairement à la première réunion, mais je vous jure aujourd'hui, je suis aux anges. Je suis très content parce que la première réunion, il y a 2 semaines de cela, ben, les gens étaient venus avec des préalables. Nous,
on s'est dit, mais monsieur le ministre d'État, ce n'est pas ce que votre lettre mentionne. Recadrer tout le monde. Les gens disaient, ah, si on ne libère pas Y, machin, les gens laissent leur place. Moi, je ne me vois pas en train de traiter encore les histoires de contentieux électoral. C'est fini. C'est fini, ça. C'est que l'Africain doit apprendre une chose. Vous avez vu au Burkina? Oui. Vous avez vu hier en Centrafrique? Oui. Voilà, Anissé Delogele, je le connais. Je connais beaucoup de Centrafricains. J'allais là-bas, tout ça. Vous savez, bon, ils ont eu un président qui était lié par affinité filiale avec le Togo. En effet, à son âme, Ange Félix Pactassé. Mais j'ai écouté en venant Anissé Delogele arriver en 3e position tout à l'heure sur une radio étrangère. Mais il dit que la Cour constitutionnelle a tranché. Nous avons saisi la Cour. Mais elle a tranché, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut que ça rentre dans les mœurs en Afrique. Que quand la Cour constitutionnelle, la plus haute Cour constitutionnelle du pays tranche, c'est fini, c'est comme la Cour suprême. Quand elle tranche, basta, terminé. Jusqu'au prochain, terminé. Voilà, on se concentre sur autre chose. Vous ne pouvez pas amener une Cour à se dédire, c'est faux. Ça ne se passe nulle part. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Nous avons réussi à mettre en place le comité d'appui qui est composé de UNIR, UFC, NET PDP, qui est le 2e groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et ANC, FDR, et UDS Togo, et MDC Togo, et MDC de M. Chassona. Voilà le comité qui va désormais préparer les sujets pour nos plénières. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à 17 partis politiques au lieu de 21. Parce que les partis inscrits dans la dynamique... Monseigneur Poudre ne sont pas venus. Ils ont écrit, ils ne sont pas venus. Bon, ça fait leur affaire, ils viendront. Parce que s'ils veulent être écoutés, voilà, le cadre est là, c'est planté. C'est là-bas. Donc, c'est pas dans la rue, moi je ne vois pas. Ce comité qui a été mis en place, c'est un peu un comité de suivi de l'évolution. Non, c'est le comité d'appui. Le comité d'appui. C'est le comité d'appui. C'est ce comité qui va préparer à chaque fois, quand les 17 ou 21 partis politiques, quand les autres reviendront de meilleurs sentiments, et ils comprendront que ce n'est pas dans la rue, c'est plutôt autour d'une table que cela se fera. Et c'est ce comité qui prépare les dossiers et présente à la plénière pour adoption. Donc, la plénière est l'instance suprême. Voilà. C'est comme vous prenez une mairie, l'instance suprême dans une mairie, c'est le conseil municipal. Ce n'est pas le maire et ses adjoints et le secrétaire, c'est faux. Ce sont des exécutants. Ils mettent en exécution, si vous voulez, les décisions du conseil. Voilà. Ils sont membres du conseil, mais ils ne sont pas au-dessus du conseil. C'est ça le problème. Parce que par définition, tous les conseillers sont des maires en puissance. Souvent, les gens me prennent les lois. Bon, il faut les règles, il faut apprendre. Maintenant, on a mis ce comité. En plus, puisque c'est une initiative purement du gouvernement togolais, aucun parti politique, aucune organisation, que ce soit religieuse ou je ne sais pas quoi, société civile, n'est allée plaider. C'est le gouvernement même qui a pris l'initiative sur lui-même de nous convoquer et de poser ces conditions. Qu'il faut avoir participé aux 3 dernières élections au moins. Une de ces élections, les législatives, locales et présidentielles, pour être éligible. Bon, tous ceux qui ne remplissent pas les conditions sont forclos jusqu'à la prochaine étape. Bon, maintenant, il y a la gestion de tout ce groupe-là, cet ensemble. Donc, ça va s'alterner entre la majorité à l'Assemblée et l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, on aura le vice et le président le président, par moment, c'est UNIR, et une autre fois, c'est... donc, une présidence tournante c'est UFC. Voilà. Bon, nous avons dit, on peut se faire confiance. Nous sommes des Togolais. Vous savez, moi, souvent quand j'écoute les gens, ça me fait pitié, parce que chacun doit pouvoir prendre sa part de responsabilité. À un moment donné, on doit se dire, nous avons perdu suffisamment de temps à ce pays. Ce n'est pas à notre âge, maintenant on va aller... Non, c'est fini ça. Maintenant, il faut voir comment nous allons faire pour sortir ce pays-là
de ce bourbier dans lequel nous-mêmes, Togolais, nous l'avons plongé. Vous avez vu que tous les Blancs qui étaient derrière nous pour nous accompagner, quand ce n'est pas, ils viennent, ils montent ceux-là contre les autres. Ils jouent au double fait entre nous. Ils partent, ils nous laissent à chaque fois. Il vaut mieux s'entendre entre vous. Donc, Entre nous, pour le on moment, doit s'entendre. ça n'accouche d'aucune proposition de date. Non. Les dates, nous allons les savoir très rapidement parce que la prochaine réunion, c'est la semaine prochaine. Et ça va aller très vite. Puisque l'objectif premier, c'était l'organisation des régionales. Oui. Mais il s'est fait que beaucoup de sujets importants sont venus rentrer en jeu. Donc le ministre d'État avait pour mission de ramener tout. Il y avait 15 propositions. Ça va de la gouvernance jusqu'au problème de la jeunesse, l'économie, les finances, les hôpitaux, même, tenez-vous bien, le foncier. Donc il a ramené tout ça en conseil. La semaine dernière, le conseil a acté qu'aucun sujet n'est tabou. Allez. On peut discuter de tout. Ça va nous prendre un peu de temps sur... Finalement, est-ce que ça ne risque pas de devenir un cadre de concertation? Oui. L'objectif même que moi, je suis en train de souhaiter, c'est que ça devienne un cadre de concertation permanent. Un CDPC rénové, mais stable alors, oui. où, sincèrement, on ne va plus s'invectiver, et on ne va plus aller prendre les problèmes des égouts pour les ramener à la face du monde ou à la face de tous les Togolais. Tout cela peut-être parce que certains se sont assagis finalement. Hein. Oui, Vous savez de qui je parle? Oui, beaucoup. Ils ont même fait une proposition, nos amis, et j'ai applaudi, et j'applaudis encore Jean-Pierre Fabre. On est Togolais, on va construire ensemble ce pays. Patrick Lawson, merci pour sa contribution aujourd'hui, ça je le dis. Merci également pour la contribution de Maître Dodia Pévon, merci pour la contribution de tous, parce qu'aujourd'hui tout le monde a pris de la hauteur vis-à-vis de la situation que nous tous nous vivons. Et j'ai compris aujourd'hui que personne ne dira que vous êtes des députés nommés, vous êtes des députés choisis, vous êtes cela. Non, parce que, écoutez, après tout, moi je suis député. Ils l'ont été avant moi. Bien évidemment. Demain, peut-être c'est vous, hein, Samuel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, moi aussi je vais applaudir, je vais vous applaudir et je vais vous appeler honorable. Voilà comment je veux que le Togo fonctionne. Mais aujourd'hui c'est parti et je crois que on dira merci à tous ces acteurs-là, à commencer par le premier d'entre nous, c'est le chef de l'État. Parce que cette main tendue, nous commençons par le voir, il le matérialise. Bien évidemment. Sur le terrain, c'est ça le plus important dans un pays. Quand vous aimez votre pays, c'est ça. C'est comme ça, nous l'encourageons à aller comme beaucoup, Abbas Kabwa. Merci d'être passé répondre. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de courage à vous. Merci. Député, président du mouvement des Républicains centristes. Voilà, c'est la pause, le journal, le regard croisé.